Rebienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Cette semaine, nouvelle thématique, celle de reconnaître la violence comme témoin actif. Donc, je m'entretiens avec Audrey et Gabrielle, qui sont toutes deux des étudiantes du Cégep Limoilou. On va parler des types de témoins actifs, mais aussi les actions qu'on peut poser, mais en contrepartie des obstacles qu'on peut rencontrer comme témoin actif. On va parler des types de violences qui sont observables, mais aussi des attitudes aidantes et des attitudes à éviter pour aider efficacement une personne. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler de la technique des 5 D. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Constellation. C'est vraiment génial d'être là encore une fois de plus. Limoilou, on est dans la House of Limoilou aujourd'hui, dans le Downtown Québec. Mon nom, c'est Estelle Caziche, sexologue, et je suis très heureuse d'être accompagnée de, aujourd'hui... Audrey, étudiante en sciences humaines. Nice, Audrey, étudiante en sciences humaines. Y a-t-il quelque chose que, mettons, tu pourrais dire aux spectateurs, auditeurs, auditrices, spectatrices qui te définit, mettons? Je suis beaucoup à l'écoute des personnes. Vous l'avez entendu ici en premier. Cool. Et deux? Moi, c'est Gabrielle, étudiante en sciences humaines aussi. Nice. Qu'est-ce qui me définit? Ouais. Écoutez, j'aime la musique. La musique, c'est ma vie. Je suis Y fascinée. a-t-il des genres comme que tu préfères que d'autres? J'aime vraiment électro et orchestral. Fait que c'est comme... qui Wow! donne des émotions. OK. Ouais. T'aimes-tu comme, mettons, genre, tu serais-tu du genre à aller vers comme le gros, tu sais, comme, je sais pas, hardcore, comme... Ouais. Ben, je vais sûrement à des spectacles de dubstep. OK. Mais c'est mon On genre. écoutait ça tantôt dans le char, ça venait ici, C'est c'était bon, incroyable. Mais au-delà de nos talents, là, dans le fond, gang, aujourd'hui, on est quand même là pour parler d'un sujet qui est, encore une fois, difficile à adresser, j'ai envie de dire. Donc, petit trauma, avertissement, trigger warning, que, ben, on n'est pas obligé d'être ici en ce moment pour entendre, écouter des histoires qui sont difficiles, qu'on est libre d'arrêter, de partir à tout moment. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, ben même chose. Tu sais, un podcast, ce qui est nice, c'est qu'on peut juste faire pause et ou stop et ou ne plus jamais y revenir. Ce n'est pas notre souhait, bien entendu. On a envie de quand même être là pour parler des violences à caractère sexuel, mais aussi de tout son univers avec vous tous et toutes. Mais juste petit rappel, je pense que c'est important de le dire. On n'est pas, on doit pas se forcer à écouter des choses qui nous rendent inconfortables ou qui pourraient nous rendre encore plus vulnérables dans un certain moment. Des fois, on peut revenir à une situation, on peut retourner. On n'est pas dans une salle de théâtre et on se sent comme très coincé de devoir y rester. D'ailleurs, le théâtre, c'est probablement un des derniers types d'art où on se sent vraiment obligé de rester. Donc, vous n'êtes pas au théâtre. Et aujourd'hui, thématique hyper intéressante que j'avoue, même moi, comme sexologue, j'ai rarement adressé. Donc, je suis vraiment contente. Je suis ravie d'en parler avec vous autres, gang, parce que être témoin actif ou active d'une situation de violence dans un contexte de relation intime, ce n'est pas rien. Mais c'est flou. Je pense que c'est flou pour plusieurs personnes. Je pense que c'est flou pour plusieurs jeunes aussi. On baigne dans nos relations interpersonnelles, beaucoup les jeunes, puis on se développe. Là, vous arrivez au cégep ou ça fait une bonne année et demie que vous êtes là. Mais en bout de ligne, on arrive dans nos relations intimes un peu plus. Fin du secondaire, début cégep, on y est. Mais on est aussi des personnes qui observent les relations intimes aussi, hein, de nos amis, des membres de notre famille. Il y a des choses qu'on observe, il y a des choses qu'on est témoin d'eux. Et c'est un peu de ça aujourd'hui qu'on va parler. Fait que juste vite, de même, comme quand on vous a garoché l'idée de parler de toute la notion d'être témoin actif ou active d'une situation de violence. Comment vous l'avez reçu? Est-ce que c'était des concepts que vous aviez déjà étudiés ou appris ou réfléchis? Ben, selon moi, je connaissais déjà un peu des informations dessus. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris juste en lisant des informations ou peu importe que je savais pas. Puis on réalise pas à quel point ça peut être présent dans la société. Parce que la plupart du temps, les gens qui en vivent, ils se cachent. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, c'est good. Ouais.
Essentiellement, je pense que les concepts étaient quand même flous, c'est ça pour nous. Même quand on a débuté le podcast, il a fallu qu'on parle ensemble pour comprendre que même nous, on a été témoins actifs. C'est quelque chose que peut-être qu'on se rend pas compte. C'est peut-être quelque chose qui est dans notre quotidien même. Donc, ça a pris un petit moment avant d'étudier la chose. C'est fou parce que juste la thématique en soi, tu sais, comme là, mettons, on lance ça. Il y a genre plein de cégepiens, cégepiennes qui peuvent écouter votre podcast, même des jeunes du secondaire, peut-être qui vont tomber là-dessus. Puis, ce que vous auriez à définir, peut-être juste des mots-clés sur qu'est-ce que c'est, en fait, être témoin actif ou active d'une situation de violence. Des mots, là, même, on s'élance. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien, je pense que c'est quand on voit une situation. Intéressant. OK. Comme Audrey elle a dit, c'est quand on peut observer une situation, quand ça peut être directement ou indirectement. Tu peux être témoin, je sais pas, dans un party ou même avec quelqu'un dans le coin, avec son copain, dans la rue, n'importe qui. Je pense aussi ça peut juste avoir des doutes. Oui, intéressant ça. Avoir des doutes, c'est un peu une certaine forme de témoin, je crois. Comme dans le fond, tu regardes, tu observes des choses, puis tu commences à douter d'une situation ou d'un potentiel. Puis c'est quoi ce doute-là, dans le fond? Comment vous le traduiriez? Bien, je pense que c'est plus quand on comprend pas la situation. Ça, c'est... Fait qu'on peut percevoir une situation d'une manière, puis une autre personne peut la percevoir. Pour elle, la situation est correcte, mais pour nous, elle n'est pas correcte, mais on se demande, est-ce que les opinions de tout le monde, ils voient la situation de la même manière que moi? Ah, c'est vraiment un bon point, ça. Fait que ça te met comme un peu à l'écart. C'est comme si tu observais quelque chose que tu n'es pas certain ou certaine de bien comprendre, déjà, d'une part, mais aussi ça te met un peu dans l'embarras. J'ai l'impression que c'est comme un sentiment vraiment gossant d'être dans une posture de témoin actif ou active, mais en même temps, c'est quelque chose. On réagit quand même. Moi, c'est ce que j'entends de ce que vous dites aussi, là. Fait qu'il y a comme une différenciation à faire, tu sais, comme juste en termes de témoins. Il y a comme différents types de témoins. Tu sais, il y a les témoins, tu sais, les gens qui sont comme, qui passent à côté, qui s'en rendent pas compte, etc. Mais il y a des témoins qui se rendent compte des choses, puis il arrive différentes situations. Fait qu'il y a des gens qui vont être témoins d'une situation de violence, qui vont donc se mettre en mouvement, de se mettre en action, d'où le mot actif ou active. Mais il y en a d'autres qui ne feront pas ça. Fait que quand on est témoin d'une situation et qu'on n'est pas un témoin actif ou active, qu'est-ce qu'on devient, genre? C'est quoi l'opposé, juste comme que vous pensez que c'est? L'opposé d'un témoin actif? Oui. C'est une bonne question. Je dirais un témoin qui n'agit pas. Je pense que c'est pas ignorer, je pense, la situation. Ça, c'est un bon point. C'est pas ignorer. Je pense que c'est décider de ne pas agir, justement. Dans quel but? Aucune idée, là. Mais je pense que c'est peut-être ne pas vouloir s'impliquer par peur, ne pas vouloir s'interposer, douter de soi-même également. 100%. Ça, je pense énormément. Je pense que c'est beaucoup un doute de soi-même. En fait, je pense un témoin qui n'agit pas, c'est quelqu'un qui a peur, je pense. Quelqu'un... Puis c'est normal d'avoir peur, là. C'est très normal. C'est une situation qui est quand même effrayante, même en étant témoin. À cause que c'est clairement de la violence qu'on témoigne. Il y a comme quelque chose il y a comme quelque chose dans un peu notre gut feeling, là, tu sais, qui comme nous prend un peu par parcours, là, donc. C'est un blocage. Je dirais que c'est un blocage. Un témoin qui n'agit pas, ce serait quelqu'un qui est bloqué, je pense. OK, oui, intéressant. Aurais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Peut-être une personne qui ne sait pas où se placer dans la situation. Donc, peut-être qu'elle préfère juste se retirer ou qui n'a pas envie de se mêler de la vie des autres personnes. Moi, je vois plus ça comme ça. Oui, ça, c'est vraiment un bon point. Puis, tu sais, en fait, au cœur, évidemment, du sujet d'être témoin actif ou active de des situations de violence dans des relations intimes, il y a ça, là. Genre, le fait qu'on pense qu'on s'immisce dans la vie des gens, le fait que, ben voyons donc, ça va être too much, le fait que, genre, ben voyons, les gens vont croire quoi de ce qu'on est en train de dire, mon ami va m'abandonner aussi. Il y a beaucoup de peur, puis je pense que ça, vous l'avez très bien nommé. Est-ce qu'il y a d'autres types de témoins? Tu sais, est-ce qu'il y a d'autres façons d'être, selon vous, quand on est témoin actif ou active?
Ben, je pense, en tant que témoin actif, tu n'es pas nécessairement obligé de prendre des façons drastiques d'être actif. Tu n'es pas obligé d'aller faire une plainte. Tu n'es pas obligé d'aller... Tu sais, les grosses actions, tu peux simplement toi-même aller te ressourcer à quelque part. Tu peux aider à offrir ton aide à quelqu'un. C'est quand même être actif. Peut-être qu'on ne le voit pas comme ça, mais juste se poser des questions, faire des recherches, ça, c'est être actif. Puis, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, être à l'écoute, en fait, aussi d'une personne qui vivrait une situation qu'on est comme, pour vrai, est-ce que je peux vraiment me mêler de la situation? Même façon, tu sais, vous étiez en sciences humaines, tu sais, qu'est-ce qu'on dit en psychologie? Genre, jusqu'à temps que la personne, genre, n'assume pas avoir un problème, c'est difficile de savoir si la personne va changer ses comportements. Fait que je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau ce que tu dis, dans le fond, sur être témoin actif et active ou juste comme des actions qu'on peut prendre, mais ça peut être aussi être dans l'écoute, finalement, simplement. Genre, mais un témoin actif ou un témoin une témoin active, est-ce que ça peut se brûler, par exemple, quand ça fait peut-être un petit peu trop, possiblement, de la psychothérapie non rémunérée? Je dis ça de même. Ben, je pense que oui, parce qu'il y a des certaines limites qu'on ne peut pas franchir. Je pense qu'en étant témoin actif, si tu veux aider une personne, il faut quand même que tu restes toujours neutre puis sans jugement en parlant avec la personne, parce que la personne peut se sentir justement pas respectée, jugée. Puis je pense que c'est là qu'il peut y avoir des conflits entre certaines personnes. Pourquoi des personnes « Ah, je te veux plus dans ma vie parce que tu... » Elle cherche à l'aider, sauf que la personne l'aide d'une manière qui n'est pas nécessairement correcte en amenant juste le jugement. Oui. Puis, tu sais, comme quand on parle de violence à caractère sexuel ou de violence relationnelle, intime, ce qu'on peut être témoin de, vous définiriez ça comment? Tu sais, c'est quel genre de violence? Parce que, mettons, on peut savoir qu'on vit... qu'on n'est pas tout le temps de super belles et bonnes et gentilles personnes. Je pense que tous les humains ont leurs difficultés. Mettons, je pense que c'est important de le nommer. Mais tout le monde n'est pas violent, violente et tout le monde ne l'est pas en public. Là. Donc, ce serait quoi les types de violences qui pourraient être observables, mettons, selon vous? Ben, c'est certainement psychologique. On peut voir partout. Des fois, on se promène à l'épicerie, puis il y a une personne qui va dire, par exemple, à sa femme, quelque chose qui est assez déplacé, qui ne se dirait pas normalement. Moi, personnellement, je perçois ça comme de la violence psychologique parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas nécessairement à sa place de dire dans les endroits publics, mais non plus pas à la maison. Fait que moi, travaillant dans une épicerie, je peux souvent voir des comportements qui sont déplacés. C'est sûr que physique, peut-être qu'on le voit moins en public, là, mais je veux dire, certainement qu'il y a des gens qui se gênent pas puis qui le font en public. Bon point, bon point. Puis aussi, pour en rajouter un peu, là, je pense que des fois, c'est difficile à définir qu'est-ce que c'est que la violence. Il y a des gens qui en vivent de la violence puis qui sont même pas capables de dire que c'est de la violence. Je pense que nous, dans nos termes de cégepien, on pourrait dire c'est des toxic relationships. Oui, 100%. Puis ça arrive souvent. Puis souvent, tu sais, nos amis, nos proches, nos collègues, ils réalisent peut-être des fois pas non plus que c'est de la violence. C'est des choses qui peuvent être subtiles, du contrôle. Ça peut être des violences sexuelles même aussi qui arrivent fréquemment avec peut-être les sites de rencontres, les choses comme ça. Donc, je pense que la violence, elle peut être de diverses formes, psychologiques, comme Audrey l'a dit. Savez-vous, une des violences qu'on sous-estime souvent, mais qui est vraiment présente tout le temps, que je pense que c'est important aussi d'y poser un regard, c'est vraiment toutes les cyberviolences. Oui. Genre, tu sais, comme... Si vous observez, par exemple, qu'un ami reçoit comme, tu sais, 700 000 messages textes là, pendant votre soirée, il y a comme quelque chose, il y a quand même anguille sous roche. Là, je sais pas si vous seriez d'accord pour ça. Je sais qu'il y a des gaps générationnels sur combien de textos sont trop de textos. Là. Moi, je peux être très, très claire là-dessus. Là. 3, 4... en me demandant où je suis, juste un, c'est bien en masse. Là. Fait que, si quelqu'un m'écrit 500, mettons, je dirais une soixantaine de messages textes, pour vrai, je considère ça comme, je suis dans une posture de personne harcelée en ce moment. Là, genre, je vais quitter la personne. Genre, c'est sûr. Mais je pense que il y a des nuances encore plus fines, mettons, dans votre génération qui méritent quand même d'être discutées
par rapport aux violences, justement, comme celle-là? Bien, c'est sûr que l'aspect de la localisation maintenant qui est vraiment partout. Donc, quand tu vois que, mettons, ta compagne, elle n'est pas à bonne place ou elle t'a dit, je veux dire, l'insistance de « Ah, t'es où? » Je pense que partager la localisation, ça peut être une bonne chose pour la sécurité. Je veux dire, si la personne, elle se retrouve dans une situation... peu importe qui est dangereuse pour elle. Cependant, ça peut quand même jouer aussi un rôle dans... Ça, c'est de la violence aussi psychologique parce qu'elle joue sur Ah, t'es où? Ça. Puis je pense que dans la société, en ce moment, c'est vraiment... dans les relations de couple, la localisation, c'est vraiment un gros enjeu. Est-ce que t'as observé ça aussi? Ou... Oui, définitivement. Oui. On l'observe souvent quand même. Dieu, mais moi, ça me fait tellement peur. Là. Puis comme, encore une fois, gap générationnel probablement, mais comme, je suis contente que vous me disiez que c'est vraiment comme quelque chose qui existe pour vrai, que vous observez, puis des choses comme ça. La seule chose, moi, qui m'inquiète, pour vrai, c'est comme l'argument que tu as donné, c'est celui que, genre, à chaque fois que je parle avec des jeunes et des adultes qui sont même parents, qui demandent la géolocalisation de leur enfant, c'est toujours celui-là. C'est comme, mais le danger, le cellulaire, il y a la possibilité de le perdre, puis genre machin. Puis je suis comme, OK. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop comme un enfant des années 90 où c'était comme, on n'avait rien, là, il n'y avait pas de surveillance. En fait, c'était comme, nos parents étaient comme, ben, pète la gueule, pour vrai, reviens en rampant, je sais pas quoi te dire, tu comprends ce que je veux dire? Versus là, on se donne comme un argument. Ouais. Et là, l'argument, comment on le décrit, on le déconstruit en tant que témoin actif. Imaginez, là, vous êtes témoin actif ou active d'une situation où un de vos meilleurs amis reçoit des textos de sa blonde ou de son chum, à shot, là, continuellement. Là. La personne ne peut même pas écouter le film là, au cinéma. Là. Comment on explique ça? Bien, je pense que c'est difficile parce que la personne qui écrit ces messages-là, souvent, elle le fait passer comme quelque chose qui est bienveillant. Quelque chose, c'est je m'inquiète à propos de toi, je veux que tu reviennes vite. Tandis que c'est pas quelque chose nécessairement qui est bienveillant. On est tous des individus à part, je crois. Bon, puis une relation, c'est quelque chose qui est bien. Je pense qu'une relation, ça peut... mais c'est pas ton individu. Tu peux avoir des amis, tu peux sortir, tu peux... puis je pense que le côté Snapchat, localisation, tous ces réseaux sociaux-là, c'est tellement une manière de suivre la personne, de la stalker. Oui, c'est comme si on est comme, le stalkage, c'est bien correct maintenant. Oui, puis c'est difficile d'expliquer. Si j'avais à expliquer à une amie, honnêtement, ce serait difficile, mais j'essaierais d'y montrer à quel... Est-ce que toi, tu me textes à chaque jour pour me demander je suis où? T'sais, on est des amis, on a une relation, nous. T'es-tu inquiète de ce que... Tu m'aimes, je t'aime. Pourquoi? Moi aussi, est-ce que c'est ça? Sens-tu le besoin de savoir où est-ce que je suis constamment? Fait que non, c'est ça. Je pense que... C'est triste parce que, on le dit un peu sans le dire depuis tantôt, mais comme le fait des fois que les gens commettent des violences, mettons, comme de la surveillance comme celle-là ou du harcèlement ou whatever, c'est souvent par peur de perdre, ou par peur d'être menti ou par peur de comme plein de choses. Mais tu sais, une des choses qui est certaine, c'est que la peur, là, ça existe comme sentiment, comme sensation, et c'est atroce. Genre ça, là, comme, tu sais, on fait un podcast, on est toutes les trois stressées là, de faire un podcast. Tu sais, on est toutes les trois stressées tu sais, on craint, tu sais, on est dans la crainte. On est comme, suis-je assez? J'ai une bonne, tu sais, ma voix est-elle bonne? Tu sais, on a tout ça constamment. La peur fait partie tout le temps de notre existence. Dans une relation amoureuse, souvent de couple, on dirait que c'est comme si là, tout ça devrait pas avoir lieu aussi. Ouais. Et là, je pense que les gens se sentent mal d'avoir peur. Et là, les gens deviennent comme crazy dans leur peur. Et là, c'est comme un méga cercle vicieux, tu sais, qui s'entame. Puis c'est dévastateur. Genre, même moi, comme sexologue, quand les jeunes sont comme, moi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je suis comme, ben pour vrai, tu mets ton cellulaire de côté. Puis tu vas regarder ce qui se passe dans ton corps. Moi, ça m'est arrivé dernièrement de ressentir vraiment comme de la peur, là, vraiment intense. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, puis j'étais comme, je savais pas où une personne que j'aime était, pour vrai. Ouais. Et là, j'étais genre, mais non, ça va pas. C'est comme, ça l'a pris 49 minutes m'en remettre. C'était dégueulasse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et je me suis pas mis à faire texter, à finir. J'ai fait, oh boy, OK. Puis en fait,
Puis c'est pour ça que je dis que c'est triste, comme les comportements des gens, des fois, parce que c'est, dans le fond, j'aime la personne. C'est pour ça que je m'inquiète. Ben OK, mais inquiète-toi, tout seul. Puis tu peux pas unleash ça sur les autres. Et c'est souvent ça. Tantôt, tu as parlé d'un exemple à l'épicerie. Ça, c'est vraiment du mépris. Quand quelqu'un rabaisse quelqu'un, là, on est comme dans un... c'est comme... Tantôt, tu as parlé, toi, de contrôle. Toi, tu parles plus de domination. Donc là, c'est comme... On peut observer, donc, le contrôle. On peut observer la peur des gens, leurs émotions. Autant la personne qui reçoit les textos que qui les envoie. Dans le fond, la personne, elle a peur. Mais il y a du monde aussi qui débalance le pouvoir dans la relation. C'est comme, toi, t'es une bip, tu comprends? Puis là, qui rabaisse, tu sais. Dans les deux cas, il y a la possibilité d'être témoin actif ou une témoin active. Ce n'est pas une tâche facile, mais on va en apprendre davantage aujourd'hui. Puis c'est ça pourquoi on fait ce podcast-là. Fait que, petit rappel, il y a 3 types de témoins. Il y a un témoin actif, témoin active. Ça, c'est la personne qui observe un comportement inacceptable de violence envers quelqu'un d'autre et qui intervient d'une façon ou d'une autre. OK? Le témoin passif ou passive, c'est une personne qui voit une situation de violence, mais qui ne fait rien du tout pour réagir à la situation de violence. Fait que c'est une personne qui bloque, comme tu as dit. Tantôt, tu l'as super bien défini. Puis sinon, il y a les témoins complices. Ça, c'est les personnes qui, dans le fond, agissent en faveur de la personne qui commet la violence. C'est rochant, mais ces gens existent. Et des fois, je pense que c'est pour pas avoir les retombées de la violence probable que la personne violente est en train de commettre, qui deviennent complices. Donc, pourquoi, ce serait quoi les raisons pour lesquelles ça serait important d'intervenir en tant que témoin actif ou active? Bien, déjà, ça permet de dénoncer les comportements. Des fois, les gens s'en rendent pas compte qu'ils sont violents ou violentes. Ça, c'est rare, en fait. Les gens qui sont comme « Ah, voyons, j'ai donc pas été poche là-dessus. » C'est rare que quelqu'un dise ça, mettons. OK? Fait que si on le dit, si on le nomme, bien, on est capable au moins d'induire quelque chose dans la tête de la personne violente. Un petit reflet, comme on appelle. Ça peut faire une différence vraiment positive dans la vie des gens, là, pour de vrai, autant la personne qui est dans une posture d'agresseur que la personne qui est dans une posture de victime. C'est vraiment important de comprendre que si on est témoin actif ou active, on est aussi en train de peut-être faire à la personne qui est comme dans son cycle de violence. Peut-être que ça va le réveiller ou la réveiller de cette situation-là. Si, par exemple, on accueille un dévoilement, puis que ça a le potentiel d'un peu, changer la trajectoire de la relation des gens. Ça a un impact, ça a un impact, ça a des impacts, ça n'a pas nécessairement des conséquences. Et donc, il faut rester quand même positif par rapport à ça. Puis aussi, ce qui est vraiment nice d'être témoin actif ou active et de se prononcer là-dessus, c'est d'être une personne qui a un regard extérieur. Genre, il y a un moment donné, dans un cours de psycho, un de mes profs avait dit il y a 3 types de perceptions humaines. Les choses que nous savons de nous-mêmes et que personne d'autre sait. Fait que ça, c'est nice. C'est genre les jardins secrets. Les choses que, par exemple, on sait que les autres savent de nous. Puis que nous, on ne sait pas de nous-mêmes. Moi, là, en ce moment, vous me voyez en 360. Là. Moi, je ne me vois pas en 360. Tu comprends? Puis il y a les choses que nous ne savons pas de nous et que les autres ne savent pas de nous. Exemple, genre, ça se pourrait que j'aie une maladie dans mon corps que je ne suis pas au courant encore. La deuxième perception, là, elle est riche. Il faut aller vers ça. Il faut demander aux gens. Tu le trouves comment, mon chum? Tu sais, avant d'être témoin actif ou actif, tu le trouves comment, mon chum? Tu la trouves comment, ma blonde? Tu sais, là, même affaire. Est-ce que, je bloque? Est-ce que je fais... comme dans quelle situation je me mets? Pour vrai, donnez votre opinion ou prenez le temps de donner votre opinion. Demandez aux autres. Tu sais, anguille sous roche, si on n'est pas capable de demander à nos amis, les plus chers, est-ce que vous trouvez mon chum ou ma blonde nice? Et pour quelle raison? Puis parce que vous doutez un peu des réponses des gens, ça se peut qu'il y ait anguille sous roche, mais ça se peut que non plus. Mais je pense qu'il y a des choses aussi que nous, individuellement, on peut faire, tu sais. Parce que là, on parle de témoins actifs, mais avant de vivre ça collectivement, on peut aussi se poser des questions. Qu'est-ce que tu remarques dans ma relation avec cette personne-là?
Ça, c'est vraiment goals. Je vous jure, là, c'est l'affaire qui nous fait avancer à 3000 km/h. Avez-vous déjà fait l'expérience? Non. Mais moi, oui, des fois. Des fois, tu te demandes, je sais pas, tes amis, Ouais. comment tu l'as trouvé. Uh-huh. Comme ça, mais c'est important, c'est le fun, on les note souvent, ces choses-là. Ben Moi, oui. moi, oui, je m'en rappelle. On va passer à un autre sujet. Tu sais, qu'on parlait tantôt, justement, de être témoin active. On a vraiment comme le sentiment de peur. Tu sais, on a peur de plein de choses. Mais il y a des attitudes aidantes, puis il y a des attitudes qu'on pourrait éviter aussi pour que, tu sais, ça se passe dans le calme, la plénitude, etc. Auriez-vous des idées, tu sais, d'attitudes hyper comme positives, élevantes, même pour ta dynamique avec la personne à qui tu nommes les choses, ou même les étrangers que tu croises en rue, que tu es comme, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, Ouais. c'est sûr qu'y aller en étant neutre puis sans juger, parce que c'est quand même un sujet délicat, parler de ça. Puis c'est important pour que la personne se sente pas jugée puis se sente respectée dans tout ça, parce que sinon, ça peut faire fuir la personne. Puis tu l'aides pas en faisant ça. Exact. Sinon, il y a toujours aussi d'aller demander de l'aide à un expert, une personne plus spécialisée dans ça. Ça, je pense que ça pourrait être je pense que c'est une option qui n'est pas assez utilisée par les autres, mais je pense qu'elle devrait être plus utilisée parce que ces ressources-là, ils peuvent vraiment venir aider, puis ça peut venir même régler le problème que toi, en étant que témoin actif, tu sais pas tout. Puis je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça, qui pourraient vraiment apporter leur soutien là-dedans. Je suis vraiment d'accord. Puis même pour les adultes, hein, puis les personnes mineures, là, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, allez voir un adulte responsable, blablabla. Mais je suis comme, mais oui, tu sais, moi, genre, je consulte des experts ou des expertes si j'ai des questions, tu sais. Je pense que c'est valable à tout âge aussi, là. Très bon point. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Aussi, je pense peut-être s'adresser à la personne qui vit la violence. Je pense que ça, c'est assez essentiel. Peut-être pas en parler à tout le monde, éviter de garder ça quand même personnel. La personne ne veut peut-être pas non plus que tout le monde le sache. Aussi, c'est ça, entretenir une relation avec quelqu'un, puis qu'elle sait que toi, tu es au courant, c'est toujours, tu es une ressource, tu es quelqu'un qui est là pour elle. Le jour que la personne veut décider qu'elle est prête à peut-être sortir de cette relation-là ou discuter avec son partenaire de cette problématique-là, toi, tu vas être là. Oui, 100%. Fait que de toujours rester à l'écoute, finalement, hein, de ce que les gens nous disent, puis de recevoir vraiment comme qu'est-ce que la personne nous dit en état comme... C'est ça, en ne minimisant pas non plus là, comme ce que la personne nous raconte. Si c'est le cas, si une personne se sent très coupable de ce qui lui arrive parce qu'elle est victime d'une situation, d'essayer de déculpabiliser, comme c'est pas ta faute, comme c'est pas toi qui es en train de texter la personne ou madame, c'est pas vous. Puis là, ça va bien aller, là, comme tout va bien aller, mais ce n'est pas de votre faute, puis c'est correct. Donc, déculpabiliser, pardon. Et aussi, demander à la personne qu'est-ce qu'elle a envie de faire, tu l'as bien dit. Tu sais, genre, il faut aussi être dans l'attente, là, tu sais, on peut pas faire les choses à la place de la personne. On peut pas porter plainte à la place de la personne. On peut juste amener un peu de positivisme, peut-être. Moi, je trouve ça le fun quand tu dis, c'est le fun, tu sais, tu peux arriver devant des gens, même des inconnus, puis être neutre, tu sais, d'être comme, crème, votre journée, comment que ça se passe? Ça a l'air de... Les enfants ont pleuré toute la nuit, tu sais, genre, monsieur, ça va-tu? Là, tu regardes dans un... ben, non, là, tu sais, mettez-vous pas à risque, mais autre chose aussi, par exemple, c'est ça, c'est que il faut faire en sorte que, mettons qu'on se met en action par rapport à une situation de violence intime qu'on observe, de quand même s'assurer qu'on est en sécurité. Je pense que ce que j'aime d'être témoin actif ou active, surtout de des situations dans l'espace public avec plein de gens, c'est comme, il y a plein d'autres témoins. Fait que je suis juste comme, hey! Puis là, tu peux juste genre t'éloigner. Puis là, il y a comme plein de gens qui se retournent de même. Hey, quoi? Puis là, puis là, c'est comme, il se passe de quoi, tu sais? Ça peut aider, je pense, à réveiller la victime, à réveiller même 100%. Celui qui le fait, là. Exact. Parce que des fois, c'est tellement rendu commun, c'est tellement rendu quelque chose qu'ils font dans la vie de tous les jours, juste, hey! Yes! Terminons avec la technique des 5D. Moi, je connaissais pas ça, gang. Fait que si vous voulez,
genre, juste dire des affaires ou intervenir dans une situation. Il y a la technique des 5 D. Écoutez bien ça. Le premier D, c'est distraire. Donc, créer une distraction. Tu sais, tantôt, les enfants, on va dormir. Hein? Tu sais, genre de même. Puis être comme de regard. Fait que là, les gens, parler fort peut-être, nommer quelque chose. C'est vraiment de réorienter l'attention finalement des personnes concernées pour désamorcer la situation. Le deuxième D, c'est déléguer. Donc, solliciter de l'aide auprès d'une autre personne. Genre, s'il se passe une situation à l'épicerie, t'es comme non, puis c'est genre, Jérémy, tu peux-tu venir ici, s'il te plaît? Rac, Jérémy aux légumes débarque. Tu comprends-tu? Et là, t'es comme, puis là, il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, t'es genre, ben, en tout cas. Et là, t'essayes, tu navigues. Tout le monde navigue là-dedans. Documenter, hein? Fait que, un bon exemple de ça serait, c'est malheureux, mais tu sais, si ton ami t'envoie des textos, te forward des audios, des choses de même, que t'es comme, oh my God, ben, tu essayer de conserver peut-être les informations, que ce soit au plan numérique que même juste. Se mettre des notes peut-être dans son cell ou quoi que ce soit. Différer, donc ça, c'est contacter la personne qui a vécu la violence. Fait que c'est un super bon point, ce que tu disais tantôt, dans le sens où il vaut mieux parler à la personne victime de violence ou la personne qui est la personne qui reçoit finalement les violences. Vaut mieux. Et diriger, donc ça, c'est intervenir auprès de la personne qui commet des comportements de violence ou la personne qui en subit. OK? Fait que si on opte pour cette stratégie-là, il faut s'assurer que notre sécurité n'est pas compromise. Une fois de plus. Merci, gang. Merci tellement. Merci à toi. Merci, Audrey. C'est vraiment cool.